Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par la CCI France-Suisse. Alors, pour ceux qui peut-être ne nous connaissent pas encore, la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse a pour mission d'animer et de fédérer une communauté de plus de 700 entreprises membres, et c'est le premier réseau d'affaires franco-suisse. Pour ma part, je suis Émilie Brandt, je suis basée à Bâle, dans l'un des 3 bureaux de la CCIFS, comme on dit dans le jargon, et je suis responsable de l'animation et du développement du réseau pour la Suisse alémanique. Alors, c'est avec un plaisir non dissimulé que j'ouvre aujourd'hui ce cycle de webinaires consacré au management bienveillant. À l'heure où nous vivons tous au travers de nos écrans, où notre société traverse une situation de crise sans précédent, où on entend beaucoup parler de souffrance au travail, il faut se poser la question de savoir si nos méthodes managériales sont toujours adaptées. Alors, des concepts émergents tels que la bienveillance au travail, la mise en place de sociocratie, la libération des entreprises et des managers, initiés déjà un peu avant la crise, reviennent en force aujourd'hui. Et pour cette raison, nous avons décidé de vous proposer cette thématique sur comment développer le capital humain d'une entreprise grâce à un leadership bienveillant et distribué. Alors, c'est un vaste sujet dont on parle aujourd'hui dans le monde entier. Et pour lui donner une couleur franco-suisse, nous nous sommes associés avec Alain Vernier, qui est un Français récemment arrivé en Suisse avec sa société. Alors, Alain, c'est à la fois un leader expérimenté qui a impulsé la transformation d'une filiale de la SNCF pour créer justement une sociocratie. Il est également le cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Kindness for Business, qui a pour objectif de promouvoir et de propager du savoir, de l'intelligence collective, pour inciter les leaders à adopter un nouveau mindset, de nouvelles pratiques. Et ce mindset centré sur l'humain et sur le développement durable. Et ça va avoir un impact direct sur les résultats et sur les affaires. Alors ce cycle, il aura 3 volets qui sont la transformation par la personne du leader, la transformation par le sens et la culture d'entreprise et la transformation par les organisations. Ensemble, avec Alain, nous avons réuni un panel d'experts et de témoins franco-suisses pour vous présenter des outils, des idées et peut-être vous inciter à changer votre vision du management. L'objectif est également d'illustrer ces propos avec des exemples concrets de leaders et de sociétés qui ont expérimenté, travaillé, mis en place certaines de ces pratiques. Donc, lors de chaque webinaire, nous vous proposerons l'intervention d'un accompagnant, coach ou psychologue, qui nous présentera une partie théorique avec des outils et même une petite expérience de réflexion personnelle. Et en deuxième partie, nous dialoguerons avec les témoins dirigeants. Alors aujourd'hui, pour parler de la transformation du dirigeant, nous recevons Sybille Eunert-Doulfakar, qui est psychologue du travail et des organisations, spécialisée dans l'action et l'intelligence collective et fondatrice du réseau Silogos. J'ai également le plaisir d'accueillir Vincent Barrault, qui est vice-président Secure Power Division Switzerland et Data Center Business DAR pour la société Schneider Electric et qui sera notre témoin d'aujourd'hui. Alain Vernier, quant à lui, sera notre fil rouge lors de chacun des webinaires. Il nous partagera son expérience de Chief Happiness Officer et nous racontera comment il a conduit une transformation culturelle, organisationnelle et de leadership profonde dans la filiale SNCF de l'Italie, et ce pendant 4 ans. Je vous invite, chers participants, tout au long de cette session, à nous faire part de vos questions en utilisant la fonction Q&R qui est juste en bas de votre écran. Nous répondrons à un maximum d'entre elles dans le dernier quart d'heure. Et sans plus attendre, j'accueille Alain Vernier, à qui je passe la parole, notre cher fil rouge, pour une introduction du sujet. Bonjour Alain. Bonjour Émilie, bonjour à tous, merci pour cette introduction. Alors, je suis vraiment ravi d'avoir l'occasion d'aborder avec vous un sujet qui me passionne et dont on parle chaque jour un peu plus. On le voyait monter dans la presse, mais il a explosé véritablement avec cette crise sanitaire, crise qui a révélé au monde notre impréparation face à des basculements sociétaux, environnementaux, organisationnels et même démocratiques sans précédent. Alors, oui, la bienveillance est à la mode, oui, on parle de crise de sens et oui, on s'interroge sur le rôle des leaders. Vous avez sans doute suivi l'onde de choc médiatique qui a été le départ d'Emmanuel Faber à la tête de Danone. Est-ce qu'on en aurait autant parlé il y a 2 ou 3 ans? Je ne suis pas sûr.
car face à une baisse de performance, les actionnaires ont toujours demandé la tête du PDG. Mais ce qui a changé, c'est que Danone est devenu une entreprise à mission. Alors, lorsque deux fonds activistes décident de faire de façon hyper symbolique un sacrifice de la mission sur l'autel des résultats à court terme, c'est cette contradiction qui heurte les consciences. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir un bref instant sur Kindness for Business dont tu as, Émilie, brillamment expliqué la mission. Alors oui, c'est sensibiliser les dirigeants et assurer une bonne diffusion des connaissances disponibles. Et c'est l'engagement d'une équipe franco-suisse-italienne, désormais d'une quinzaine de personnes. Un peu partout en Europe se développent de nombreuses initiatives, chacune parlant d'une nécessaire évolution du capitalisme et des pratiques en entreprise, et déjà très souvent en se référant à des modèles et à des écoles. Pour notre part, nous avons décidé d'être un pont qui relie les idées et les personnes sans guerre de clocher. D'ailleurs, nous ne croyons pas qu'il existe un modèle en tant que tel capable de répondre aux défis d'aujourd'hui, simplement parce qu'on est en train de changer de paradigme et un modèle ne permet pas seul d'affronter un tel basculement. On sort d'un paradigme basé sur la science, la rationalité, l'analyse, dans lequel tout semble parfaitement contrôlable, un paradigme basé sur la responsabilité, la méritocratie. Et on mesure tous ce que cela nous a permis d'obtenir, des progrès techniques, économiques et sociaux incroyables et globalement au bénéfice de l'humanité. Le seul problème, c'est que ce paradigme porte en lui une vision du monde basée sur l'exploitation des ressources, et qui tend à considérer l'homme comme une ressource parmi d'autres. Au cours des 20 dernières années, nous avons connu une incroyable contradiction. D'un côté, la révolution Internet, qui nous a donné à voir une forme de non-finitude des ressources, notamment intellectuelles, et de l'autre, le choc de la finitude de notre monde physique. Le progrès par l'exploitation semble donc éthiquement, et je dirais en pratique, de plus en plus insupportable. Ce qui émerge, c'est une vision plus intégrative, plus inclusive, plus systémique, basée sur la recherche du sens, sur l'intelligence collective, sur le travail collaboratif. Cela amène à remettre l'humain au centre et à être conscient de l'impact que l'on a sur les autres. Alors oui, nous sommes à un moment charnière. Depuis la révolution industrielle, l'entreprise est perçue comme une machinerie technique dont il suffirait de huiler ou de changer des rouages pour qu'elle fonctionne. Pourtant, tout bon dirigeant sait d'expérience que cela n'est pas suffisant. Pour commencer déjà à parler de leadership, nous assistons à 3 épilogues. Le premier, c'est la fin d'une organisation existant par elle-même, seule, sur son île. Les organisations sont de plus en plus conscientes qu'elles évoluent dans un écosystème dont elles sont interdépendantes. Le dirigeant n'est plus capable à lui tout seul de tout anticiper. Il a besoin de relais internes, d'équipes engagées et d'une organisation qui coopère également avec l'extérieur dans une relation plus symbiotique. Le second épilogue, c'est la fin des relations unilatérales au pouvoir. Non seulement on va vers un renforcement des relations de partenariat et de collaboration, aussi bien internes qu'externes, mais le dirigeant n'est plus capable à lui tout seul de prendre les bonnes décisions. Il doit mettre en place une organisation de travail qui permet de prendre collectivement des décisions concertées en vue de répondre à la mission d'organisation, voire de la faire évoluer à travers le temps. Le dernier épilogue, c'est la fin d'expertise attachée presque intrinsèquement et uniquement à quelques membres de l'organisation. On le voit dans le cadre de cette crise, le dirigeant ne peut plus tout connaître et doit se baser sur l'expertise d'un très large collectif, tant interne qu'externe, à son organisation. Alors, mon propos n'est sûrement pas de construire le futur en opposition au passé et d'affirmer la supériorité du nouveau paradigme. Au-delà de la question morale, qui n'est pas l'angle de ce webinaire, c'est une question très pratique. Le nouveau émerge car l'ancien n'est plus capable de répondre au mix actuel d'aspirations individuelles et collectives, d'une part, et aux contraintes d'une économie mondialisée et du scénario VUCA, d'autre part. Je comprends que beaucoup de leaders sont encore dans une posture attentiste. Le nouveau paradigme n'est pas encore balisé. Il n'est pas une évidence partagée. Et comme nous l'avons vu pour Danone, pour beaucoup de dirigeants, il n'y a peut-être encore que des coups à prendre à tenter de refonder business model, cultures et pratiques. Alors, attendre, eh bien, je dirais que le seul problème, c'est que l'urgence se fait sentir. Quels sont ces défis urgents?
je vais vous en citer quelques-uns sans avoir la prétention d'être exhaustif. D'abord, une crise qui fragilise un peu plus toutes les entreprises, toutes celles qui avaient déjà un problème de résilience et d'agilité. L'enjeu, c'est de pouvoir rapidement faire pivoter les business models, les cultures d'entreprise et les pratiques décisionnelles. Et pour réussir, il faut pouvoir engager la vraie richesse de nos entreprises dans ce challenge. Sans les personnes avec qui vous travaillez et pour qui vous travaillez, sans celles que vous recruterez demain, la bataille est perdue d'avance. Autre défi, tout le monde le sait, il va y avoir une guerre des talents et une exigence forte sur l'éthique. Dans les entreprises, nous voyons arriver les générations Y et Z qui n'acceptent plus la hiérarchie et l'absence de réelle collaboration en échange d'un salaire et d'une carrière. Certains talents sont extrêmement rares et le rapport de force va s'inverser. Pourtant, rares sont les entreprises qui ont revu en profondeur leur système de recrutement. Quant à l'éthique, on en parle dans tous les secteurs. Avant la pandémie, on parlait du Flixcam. Plus récemment, en Suisse, il y a eu la votation sur les multinationales responsables. L'impact positif sur la communauté n'est plus un accessoire du marketing ou de la marque employeur, c'est devenu une nécessité. À long terme, on assistera très probablement à une forme d'obsolescence programmée d'un grand nombre de métiers de business. Il va falloir réinventer, revoir le cadre de référence. Les organisations qui ne le feront pas en mobilisant le collectif dans son ensemble n'arriveront pas à survivre à une forme d'extinction de masse. Pour répondre à ces défis, nous sommes convaincus que la réponse se trouve dans la co-construction d'une vision partagée qui inspire et qui fasse sens, dans la mise en place d'une culture positive, bienveillante, basée sur la confiance et le droit à l'erreur, dans la recherche de solutions et d'innovations grâce à l'intelligence collective, dans la réciprocité des attentions côté client et côté employé, dans la distribution du leadership et de l'autorité, dans des prises de décision plus rapides, privilégiant le test and learn. La liste, je pourrais l'allonger comme ça pendant un bon moment, mais je pense que vous avez compris qu'au centre de tout cela, il y a l'humain. D'où le thème de la bienveillance. Et comme vous l'a expliqué Émilie en introduction, nous avons choisi de développer 3 leviers. Le premier, c'est celui du leadership. Le deuxième, celui du sens et de la culture. Et le troisième, l'organisation et les pratiques. Pour commencer, nous avons choisi de parler du dirigeant qui est le primus inter pares en matière de leadership. Et j'ai envie de conclure sur ce proverbe africain. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je vous remercie pour votre attention et je suis, comme vous, je suppose, impatient d'écouter notre experte Sybille. Merci beaucoup Hélène Vernier pour cette introduction à ce cycle. Et sans plus attendre, je vais effectivement introduire Sybille, notre experte d'aujourd'hui, qui va nous parler donc du thème de la transformation par la personne du dirigeant. Et Sybille, vous pouvez y aller et partager votre écran. Merci beaucoup Émilie. Alors en tant qu'experte, je vais peut-être déjà enlever le chapeau. Et je crois que l'écran n'est pas encore partagé, non, c'est bon? Oui, c'est OK. Merci. C'est tout bon. Alors en fait, merci de ce démarrage et j'aimerais vraiment faire le lien lorsque Alain m'a invité à faire une contribution sur le thème « La transformation par le dirigeant ». Je me suis demandé si c'est vraiment au travers du dirigeant que la transformation de l'organisation doit se faire. Qui se transforme en premier, le ou la dirigeante ou l'organisation? Et à mon avis, cette question est mal posée pour 2 raisons. Parce que la question induit que le dirigeant est une entité différente de l'organisation. Or, un dirigeant existe seulement par le fait que l'organisation existe. Il y occupe un rôle auquel on attribue des pouvoirs. De plus, elle impliquerait que la transformation personnelle du dirigeant est une condition sine qua non de la transformation de l'organisation. Et c'est là qu'on fait reposer l'exigence en matière unilatérale sur les épaules du dirigeant de la transformation de son organisation. Donc, en fait, j'aimerais compléter le titre par la transformation de son pouvoir et de son rôle. Et c'est sous cet angle-là que j'aimerais aborder la thématique. Et bien entendu, cette transformation est induite par les changements de paradigmes sociétaux dont tu viens de parler, Alan. Dans ces changements de paradigmes sociétaux, on passe quelque part de l'ère de l'industrialisation, petit clin d'œil à Charlie Chaplin, des temps modernes, à celui de la digitalisation. C'est là que je pense au pissenlit dont le vent du contexte fait disséminer finalement ses graines. Et là, le dirigeant doit changer, à mon avis, le regard sur son pouvoir. On passe du pouvoir sur
Donc, le fait de posséder des bâtiments, posséder des collaborateurs, posséder finalement un environnement vers un pouvoir pour, et là on parle de subsidiarité, donc se mettre au service de l'organisation, activer les leviers, les ressources à son service. On passe aussi du contrôle du savoir. On a une démultiplication des brevets pour protéger les inventions, on a des batailles autour de la propriété intellectuelle, on a l'augmentation du secteur juridique qui croît dans les organisations et quelque part, on est en train de passer vers le partage du savoir qui est agir en partenariat, partager les ressources, les open source qui existent. Et on passe aussi de l'intelligence de l'expert, d'où le petit lien de l'experte qui vous parle, vers l'intelligence du collectif. Et là, on va passer absolument de chercher le ou la spécialiste, retenir les talents dans les ressources humaines, et plus aller dans mettre en lien les talents, permettre des projets collaboratifs. Bien entendu, à mon avis, le dirigeant reste dans un rôle de prise de décision et de facilitation de la communication au service de la tâche, et c'est aussi l'insuffleur d'une culture propre à l'organisation, ce que je nomme l'ADN de l'organisation. Ce rôle peut être bien sûr réparti sur plusieurs personnes. Là, on parle de sens et d'organisation. Je fais un lien avec Sophie R qui nous parlera de ça au deuxième webinaire, et au troisième où Marc Matisse parlera aussi au niveau des organisations. Mais au fond, qu'est-ce que c'est une organisation et quel est le regard que nous lui portons à l'heure de la digitalisation ? En final, une organisation, c'est un ensemble d'individus qui sont la plupart du temps organisés en groupe ou en équipe et qui ensemble s'organisent pour répondre à une même mission. C'est un organisme vivant, composé d'êtres vivants qui se développe continuellement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, pour rendre plus concret cet organisme vivant, on distingue ce qu'on nomme dans le jargon 3 émergences du travail. Donc, il y a l'individu, l'équipe, l'organisation. Et ces 3 entités ont des conditions d'existence et des phases de développement distinctes. Donc, il est important que quand on accompagne une équipe, un individu, une organisation, ça se fait avec des éléments et des concepts un peu différents. Mais finalement, le développement d'une organisation se fait vraiment à l'interface entre les 3 et s'il se fait de manière cohérente, alors il est souvent salutogène. Alors attention, désolé pour le jargon, salutogénèse, c'est un concept qui est développé par le sociologue médical Aaron Antonovsky, qui a désigné une approche se concentrant sur les facteurs favorisant la santé et le bien-être plutôt que d'étudier les causes des maladies. En d'autres termes, l'approche salutogène, c'est porter le regard sur ce qui va bien et de démultiplier telle l'image du pissenlit dont je viens de vous présenter au démarrage. Ces 3 entités sont aussi 3 portes d'entrée pour permettre à ce que l'organisation se développe dans la durée. Donc, entreprendre un développement uniquement à travers une des portes, c'est finalement une erreur, à mon avis, et surtout, elle mettrait en déséquilibre l'ensemble du système. C'est pour ça qu'en démarrage, j'ai trouvé inadapté de dire la transformation d'une organisation se fait en priorité par le dirigeant. Je me rappelle d'un exemple accompagnant d'une organisation étatique qui mandatait environ 30 coachs pour l'équivalent de 300 collaborateurs. Ces 30 coachs avaient comme mandat de développer la flexibilité des collaborateurs au niveau de leur comportement et l'exécution de leurs tâches. On parle aujourd'hui d'agilité et il s'agit clairement là de la porte d'entrée de l'individu. Bien entendu, de retour à leur place, ces collaborateurs, cadres et collaborateurs, se retrouvaient dans des équipes où rien n'avait changé. Et on sait qu'au niveau d'une équipe, développer l'agilité exige l'acquisition de compétences dans l'agir collectif, de gestion de conflits, de prise de décision collective. Et bien entendu, rien n'avait changé au niveau de l'organisation du travail. Et on sait qu'au niveau d'une organisation, il s'agit de mettre à disposition des indicateurs de pilotage de l'organisation à l'ensemble de collaborateurs, finances, ressources, priorités décisionnelles, principes de collaboration, afin qu'ils puissent décider de manière justement agile concernant leurs tâches et leurs projets au service de la mission. Donc, avec une intention extrêmement louable d'investir dans les collaborateurs au niveau de leurs compétences individuelles, sans pour autant développer ni l'équipe ni l'organisation, le résultat a été clairement une augmentation de frustration des collaborateurs qui a mené vers des épuisements, voire même des départs.
Donc, c'est là qu'on parle d'un exemple d'un développement tout à fait louable, néanmoins générant de la souffrance. Un développement organisationnel salutogène, par contre, permet à ce que l'organisation poursuive sa mission et aux individus qui la composent de conserver leur santé, donc leur capacité de travailler et leur motivation sur le long terme. Donc, connaître les 3 portes d'entrée dont je viens de parler et connaître aussi les spécificités permet en fait aux dirigeants d'agir de manière, ce que je nomme cohérente et pas juste et fausse, et d'éviter autant que ce soit possible les fameux yo-yo qu'on connaît des projets de change management qui induisent souvent des tensions inutiles. En considérant que l'organisation est un système vivant qui évolue continuellement, le rôle du dirigeant est appelé à se transformer. J'aime bien utiliser cette image en disant que celui du passage du super-héros, Superman, Superwoman, qui doit tout connaître, tout gérer, tout décider, se développer, être à l'écoute, être bienveillant, bref, tout en cette unique personne, à celui, je dirais plutôt de chef d'orchestre, qui met en lien des experts de son organisation, qui donne un rythme, qui des fois accélère, mais c'est aussi décélérer pour garder une harmonie qui est entendable, qui insuffle aussi cette énergie collective, pose et maintient des règles de collaboration et garantit aussi l'application des décisions prises et j'en passe. Bien entendu, l'émotion du ou de la chef d'orchestre est vraiment entendable au niveau de l'interprétation qu'en font les musiciens. Et c'est là qu'il redevient humain et c'est ce qui constitue finalement son ADN. Donc je dirais que c'est la deuxième transformation qui se fait aux côtés de son pouvoir, qui est celui de son rôle. Donc ce n'est pas que du développement personnel, mais c'est vraiment au niveau de son rôle et de son pouvoir. En couplant la transformation de son pouvoir, donc le passage du pouvoir sur vers le passage du pouvoir pour, avec la transformation de son rôle, celui vers un chef d'orchestre, le dirigeant doit aussi se rendre à l'évidence que ce n'est pas lui qui change son organisation, mais qu'il peut organiser le développement de celle-ci. Et il existe, et c'est le dernier schéma avec lequel j'aimerais poursuivre, il existe quelques conditions favorables au développement salutogène d'une organisation, dont voici un schéma. Une organisation, finalement, c'est un système qui cherche avant tout à rester en équilibre. Bien sûr, pour ce faire, elle va chercher à s'ajuster, à s'adapter aux exigences qu'elle rencontre. Une augmentation, une diminution du chiffre d'affaires, une fusion, une délocalisation, et bien sûr au contexte dans lequel il se trouve, nouvelles réglementations étatiques, pénurie de collaborateurs avec l'expertise requise, pandémie qu'on vient de traverser durant une année. Et lorsque ces tensions, donc c'est la petite bille, qui commence à tanguer du pôle A vers le pôle B sur ce cycle, devient trop forte ou récurrente, c'est toujours un peu la même chose qui revient, alors le système a 2 solutions. Soit il cherche encore plus de ressources pour diminuer les tensions qu'il rencontre, donc il continue à faire encore plus de la même chose, soit il identifie les tensions et engage un développement qui va faire changer de paradigme. Là, pas plus tard que hier, un de mes clients, c'était un directeur d'une fondation, me contacte pour échanger avec moi sur une tension récurrente qu'il a identifiée au sein de son organisation. Il estime être beaucoup trop sollicité à son goût par ses collaborateurs et tristes en direct concernant des décisions qu'ils sont en fait habilités à prendre à leur niveau. Il s'agit concrètement d'un secteur d'activité qui jusqu'à présent était auto-organisé. Ça fait déjà à peu près 50 ans. Pour y remédier, le directeur pense à la solution de doter une de ses collaboratrices de ce secteur d'une fonction de responsable. Et il ajoute, je cite ses propos, « Ce serait tellement plus simple dans ma fonction de dirigeant et pour moi personnellement, mais je me rends bien compte que cette décision de mettre en place un nouveau rôle de responsable ou une fonction de responsable risquerait de mettre en péril tout le processus que nous sommes en train de faire ensemble et notamment de remettre en question quelque chose qui est déjà bien autogéré. » Et en effet, on a ensemble, c'était hier, évoqué d'autres solutions possibles qui passent finalement d'un changement et de encore plus de changements et faisant encore une fois toujours de la même chose à réellement un changement
de paradigme qui permettrait d'aller dans une nouvelle manière d'organiser le travail. Donc, pas uniquement le dirigeant. Je lui ai quand même dit en finale, sachez qu'avec ces options possibles, ça va aussi remettre en question votre rôle et finalement votre pouvoir décisionnel. Donc, l'attention devient en ce sens un indicateur d'un besoin de développement et non pas une gêne qu'il s'agit absolument d'évacuer. Donc, voici une question que j'aimerais vous poser en tant que dirigeant pour accompagner la transformation de votre organisation. Quelles sont les tensions que je perçois au sein de mon entreprise, je dis bien dans le contexte actuel, me concernant en tant qu'individu, concernant mon équipe, donc mon équipe de proximité, et concernant mon organisation. Je vous invite tout simplement à prendre 2 minutes pour vous, pour inscrire votre ou vos réponses sur une feuille. Sachez que cette réflexion reste pour vous. Voilà, donc on laisse tous les participants qui souhaitent participer à cette petite réflexion définitivement 1 minute 30, 2 minutes pour y réfléchir. Ok. Bien entendu, gardez bien dans cet aspect de contexte actuel. D'ici 6 mois, ce sera autre chose. Donc, c'est aussi une manière d'entrer très concrètement dans utiliser les tensions, non pas pour quelque chose qu'on doit évacuer, mais qui ont été des jolis indicateurs pour changer ou permettre peut-être des changements de paradigme. Et finalement, j'aimerais quand même partir avec un dernier message, c'est que travailler avec ces tensions, il est considéré comme des indicateurs d'un besoin du système à se développer, exige à la base un lien de confiance. En bas, on parle en fait de sécurité psychologique. Amy Edmondson a parlé de psychological safety. Et le lien humain bienveillant constitue cette base de sécurité. Donc, un climat de sécurité psychologique nous permet finalement de tester de nouvelles pistes, de nouvelles solutions sans avoir le sentiment d'être jugé. Et c'est ce climat-là qui est une condition essentielle pour permettre à des changements de paradigme, soit par un développement organisationnel, car un changement de paradigme invite à sortir des habitudes de l'organisation, aux choses récurrentes qui reviennent toujours, sans savoir à l'avance la solution de changement toute faite. Et finalement, encore une dernière question que j'aimerais justement vous adresser sur votre route de dirigeant ou de dirigeante. Quelle est la personne en laquelle j'ai assez confiance, donc sans avoir le sentiment d'être jugé, sans avoir l'impression d'être évalué sur ma performance, sur mon rôle de dirigeant, pour échanger sur ces tensions que je rencontre et les aborder réellement comme des indicateurs de transformation au sein de mon organisation. Nous sommes en fait des êtres vivants et nous avons tous en nous l'ADN du développement. Le développement fait vraiment partie intégrante de nous depuis la naissance. On n'a pas besoin de pousser un enfant pour qu'il grandisse, il grandit tout seul. Et bonne nouvelle, comme l'organisation est composée d'êtres vivants, nous partageons ce même ADN. Donc, réintroduisant le vivant au sein de nos organisations
devenant peut-être encore plus bienveillants, donc à s'adresser de la bienveillance au sein de nos organisations pour qu'elles redeviennent des espaces de création de notre avenir. On l'a parlé ici, sur cette terre et avec les ressources à nos dispositions. Et je vous invite dans un tout premier temps à être bienveillant envers vous-même. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sybille, pour votre présentation et d'avoir incité nos participants aussi à faire cette petite réflexion personnelle. J'espère que chacun d'entre vous y gagnera quelque chose. Alors, Sybille, elle a parlé de 3 points fondamentaux qui sont le changement du regard du leader sur son pouvoir, qui passe du pouvoir sur, donc la possession, au pouvoir pour, l'aspect de subsidiarité. Elle a ensuite parlé de l'équilibre à avoir entre les 3 portes, l'individu, l'équipe et l'organisation pour obtenir un développement salutogène de l'organisation. Et enfin, l'importance de la confiance et de créer un espace de sécurité. Et cela nous amène maintenant à la seconde partie de ce webinaire pour laquelle me rejoignent Vincent Barraud et Alain Vernier, 2 managers, pour témoigner sur ces pratiques. Alors bonjour Vincent. Salut Émilie. Salut Bonjour Hélène. et merci beaucoup d'être avec nous Vincent. Tu es en train de terminer un travail de thèse où tu as fait des recherches sur un bon nombre de pratiques pour favoriser la collaboration entre tes équipes au sein de Schneider Electric. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment tu vois maintenant ton rôle de leader par rapport à ce que nous a exprimé Sybille? Alors, mais tout d'abord, j'ai beaucoup aimé dans la présentation de Sybille la notion de Superman à chef d'orchestre. Parce qu'effectivement, le rythme et la gestion du temps et de l'énergie, c'est finalement clé. Alors, on est passé d'un modèle, alors on en a parlé aussi à travers l'explication d'Alain, très quantitatif, où toujours plus, c'est mieux. Et ce qui parfois, alors je pense qu'il y a beaucoup de managers qui sont connectés avec nous aujourd'hui, comme on dit par chez moi dans le sud-ouest, avoir toujours la tête dans le guidon. Mais finalement, faire de la croissance et de la performance, c'est aujourd'hui pas être toujours la tête dans le guidon, c'est savoir gérer le rythme. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les entreprises, et spécifiquement à travers la crise que l'on vit, sont amenées à faire des réductions de coûts. Et on voit que depuis de nombreuses années, où tu as évoqué aussi, Alain, le cas de Danone, réduire les coûts avec malgré tout plus de croissance et plus de marge, c'est une équation qui ne marche plus. Et c'est une équation qui ne marche plus, puisque comme tu l'as dit aussi, Émilie, en introduction, les nouvelles générations ne sont pas prêtes, et elles ont bien raison, à faire tous les efforts que nous avons vécus. Si en plus, là-dessus, on rajoute une couche de globalisation qui veut dire que finalement, on peut très bien travailler le soir avec les US, le matin avec Singapour, tout cet extra travail pour l'humain n'est pas gérable. Donc, il faut trouver d'autres poches de croissance, d'autres capacités à leverager et à faire cliquer l'organisation. Et ça passe à travers la collaboration. Donc, c'est le travail sur lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire mesurer finalement l'impact de la collaboration sur des KPI financiers basiques et en développant en parallèle une scorecard, parce que c'est un des sujets aussi très intéressants quand on est formé. Et je sais que j'ai un copain connecté, là, salut Cédric, on en a parlé récemment, quand on parle en fait qu'on a fait une école de commerce, voilà, qu'on est sur ce modèle de pensée, mais finalement, on pense toujours KPI, croissance, et ça n'est plus faisable. Et aujourd'hui, c'est ça la clé, c'est-à-dire comment avoir le mieux de ses équipes, comment être à leur disposition, comment gérer le temps, parce que ce temps, en fait, prendre du temps avec ses équipes, ben, c'est finalement un moteur de croissance. Être en meeting constamment avec des clients, avec des gens de l'extérieur, dans des sessions de reporting, penser quarter, penser mois, ça ne fonctionne plus. Donc voilà, voilà un petit peu l'état de pensée sur lequel j'ai travaillé. Et encore une fois, ne pas être dans une démarche que la bienveillance, alors désolé Sybille, c'est un truc de doctorant, c'est un truc de psychologue, c'est un truc de gaucho. Non, c'est tout à fait compatible avec la croissance de l'entreprise et la notion de performance. Et c'est le levier qui est un petit peu délicat et qui est en train de changer actuellement. C'est un point qu'on a discuté de toute façon avec Alain en profondeur.
Tout à fait. Et Vincent, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions que tu mets en place au quotidien et comment tu crées cet espace de sécurité et cette confiance qui sont les bases de ce style de leadership? Alors, un des points qui m'a particulièrement intéressé pendant ma thèse, ça a été la notion de positive déviance. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait que la plupart du temps, les équipes ont déjà les réponses. Mais encore faut-il leur demander. Alors, c'est un concept très simple. Je sais qu'au début, j'ai été très sceptique quand on me l'a présenté, parce que je me dis, bah, écoute, s'il le savait, il le dirait. Ben non, en fait. Parce qu'il y a un concept général, une pression latente dans les entreprises qui, s'il n'est pas pris en main par le N+1 ou le N+2 ou le leadership, ne va pas amener les gens à se développer. Alors, c'est quoi au quotidien? Je bloque dans mon agenda un temps nettement plus significatif pour mes équipes. Alors, à travers quoi? À travers des discussions individuelles. Et je suis à leur disposition, donc c'est quelque chose qu'ils savent. Quand ça va pas, je suis là. Quand il y a quelque chose qui marche pas, on est dans une notion de ben, si ça marche pas, c'est qu'au moins tu as tenté quelque chose. Parce que finalement, dans les grands groupes, on peut tous avoir très facilement des agendas très très pleins en n'étant pas si productifs que ça. Et surtout derrière, lorsqu'il y a identification du conflit, gérer ça de façon positive. Et la bonne surprise, c'est que quand on fait des working groups, lorsqu'on fait des interviews avec les gens, et on s'aperçoit à quel point les conflits sont souvent très ridicules et basés sur rien. Et c'est ça vraiment que j'ai découvert à travers ces derniers mois, hormis le fait que, là, encore une fois, la performance n'est pas incompatible avec la gestion du temps. C'est vraiment cette notion qu'en fait, ben, conflit, oui, mais finalement, si les gens parlent entre eux pour de vrai, si chacun montre un peu sa vulnérabilité, alors on n'a pas parlé avec Sybille, mais je pense que la notion de vulnérabilité, et pour le leader, et pour les employés, c'est clé aussi, parce que c'est ça le vrai effort finalement. Un exemple tout bête. Lorsque vraiment ça se passe mal entre deux personnes, ou même quand nous, on n'aime vraiment pas quelqu'un, dans quelle mesure on a envie d'être vulnérable pour cette personne? Et malheureusement, si le leader ne devient pas plus vulnérable et ne s'ouvre pas aussi auprès de ses équipes à travers le temps qu'il leur consacre, ben, ce changement ne peut pas être mis en place. Et on reste sur un modèle ancien. Voilà, donc pour le leader, c'est aussi travailler sur l'image qu'il va donner à ses collaborateurs. Ben, c'est compliqué parce qu'on est souvent dans une notion aussi de passer un certain niveau, le succès du dirigeant a été basé sur ce qu'il a fait. Et sur le niveau d'après, ça demande d'autres attentes. Si je parle dans mon cas, je suis un sudiste, ça s'entend. J'aime bien avoir un business, avoir un leadership impactant, mais à un moment, il faut switcher sur autre chose. Et c'est ça le challenge. Il y a des gens qui sont peut-être plus réservés, qui sont plus dans l'analytique, qui ont besoin d'être plus impactants. Mais comment est-ce que le leader change pour s'adapter à ses équipes? C'est ça la clé. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle pour toutes les équipes. C'est en fonction de qui on parle, quel est le contexte. Et comme l'a dit Sybille, de toute façon, l'organisation, c'est quelque chose de fluctuant, c'est un organisme vivant et il faut savoir avoir cette adaptabilité. Et encore une fois, on parle souvent de best practice. Il n'y a pas plus mauvais ennemi que la best practice. C'est-à-dire que la vérité de la best practice, c'était hier. Ça ne sera pas la best practice de demain. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Et c'est un leadership, en fait, au quotidien et au plus près des gens. Vincent, alors tu nous as dit hein, clairement pendant la préparation aussi, la bienveillance et le résultat et la performance, ça n'est pas indissocié, bien au contraire. Quels résultats concrètement tu as obtenus en utilisant ces méthodes et comment est-ce que tu les as mesurés? Alors, bon, globalement, quand on dit la bienveillance, alors on va en parler après, mais effectivement, être bienveillant, ça n'est pas avoir un masseur à la cantine entre midi et deux. C'est plus savoir parler et mettre des objectifs, avoir une vision pour les équipes et savoir aussi amener les sujets qui fâchent. Ça fait partie du rôle du leader. Et c'est pas parce qu'on amène ces sujets qui fâchent qu'on n'est pas bienveillant. Alors concrètement, moi, ce que je vois, alors j'ai une notion un peu confidentielle, mais je peux vous dire que grâce à ces méthodes que j'ai mises en place et vraiment cette expérience que j'ai fait au cours des 2 dernières années, on a une croissance à double digit qui s'est mis en place. En order, c'est un sales, alors pour les gens qui ont des PNL à gérer, avec une amélioration de la marge et surtout pas de ressources supplémentaires. Donc je peux testifier, je peux vraiment le dire, ça marche,
Mais voilà, ça veut dire que soi-même, on coupe avec ses pratiques et son confort. C'est ça qui est compliqué C'est ça, on sort de sa zone de confort. en tant que leader. Absolument. Merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir. Alors, je me tourne maintenant vers Alain. Alain, il a eu le titre fameux de Chief Happiness Officer lors de sa mission pour la filiale SNCF en Italie. Est-ce que tu peux nous parler de la posture dirigeante que tu as adoptée pour mener cette mission à bien? Et puis nous décrire aussi peut-être les réactions auxquelles tu as été confronté dans tes équipes. Oui, mais alors d'abord sur le titre de Chief Happiness Officer, j'ai un rapport assez ambivalent avec, parce que c'est le bonheur, c'est une responsabilité très individuelle. Et certes, le DRH, il peut contribuer à créer un contexte, il peut contribuer à faire évoluer la culture, à créer des conditions de sécurité psychologique dont on parlait, mais il n'est pas responsable du bonheur des personnes. Et au début, on a commis plein de maladresses quand on a lancé notre transformation de vocabulaire qui ne nous ont pas toujours aidés dans la suite, mais qui voulaient manifester qu'on voulait vraiment retravailler tous ensemble notre vision et faire évoluer notre culture. Alors, c'est compliqué de faire évoluer la posture de dirigeant, on en parlait avec Vincent, à la fois parce qu'il faut changer, c'est à l'intérieur on doit changer. Moi, très souvent, je me disais, mais est-ce que je veux faire ça parce que je l'ai appris dans mes études ou au travers de mon expérience? Et donc, est-ce que c'est une forme d'automatisme ou est-ce que je veux faire ça parce que c'est juste? Parce que c'est juste en fonction de notre vision, parce que c'est juste en fonction du cadre de référence qu'on s'est posé. Donc, c'est une interrogation un peu schizophrénique permanente. Ce qui est aussi schizophrénique, c'est que finalement, les collègues voient une évolution dans la posture et en même temps, ils demandent l'ancienne posture. C'est-à-dire, concrètement, quand on est dans une posture comme moi de DRH, on est là dans une posture, la posture évolue rapidement vers une posture de coach, de servant leader. L'idée, c'est d'accompagner la croissance des talents, mais aussi des projets. Nous, on parlait de libération d'idées, libération d'initiatives. Donc, c'est comment on amène les personnes à dire, mais j'ai une idée, mais je ne la donne pas juste au collectif. Peut-être que je peux en être le chef de projet. Et pour en être le chef de projet, comme je n'ai jamais fait, j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne. Et nous, un des plus gros projets qui a été géré par un chef de bord, c'était un projet de quand même 4 millions d'euros d'investissement. Mais en même temps, donc il y a ça qui est apprécié, mais de l'autre côté, c'est quand même confortable d'avoir quelqu'un qui prend des décisions ou au moins avec qui on peut partager la responsabilité. C'est aussi confortable d'avoir un DRH qui de temps en temps rappelle les règles, siffle les arrêts de jeu. Et donc tout ça évolue et c'est un cheminement. C'est un cheminement qu'on fait ensemble, mais effectivement, très souvent, il y a un rappel. Mais Alain, ok, tu nous as donné cette mission-là, ok, tu nous as dit que tu allais signer les devis et que tu nous faisais confiance, mais nous, on a envie de te montrer le projet parce qu'on n'est pas sûr qu'il va plaire, et puis aussi parce que peut-être nos collègues mettent en cause la légitimité qui est la nôtre à porter ce projet, parce que finalement, les projets, d'habitude, c'est porté par des chefs, c'est pas porté par du personnel de contact. Voilà comme témoignage ce que je pouvais apporter. Et alors, toi qui as vécu en Italie, tu es français, maintenant tu es en Suisse, est-ce que d'après toi, les différences culturelles, elles ont une influence sur l'application de ces méthodes? Vincent parlait d'adaptabilité tout à l'heure, je pense que ça donne un petit indice sur la réponse. Alors, oui, enfin, oui et non. Oui au début. Et puis d'ailleurs, on parle souvent de culture comme si on avait qu'une, alors qu'en réalité, la culture, c'est surtout un millefeuille. C'est-à-dire qu'il y a la culture nationale, il y a les cultures métiers. Donc, dans une entreprise, en réalité, a fortiori quand elle est effectivement comme nous l'étions transnationale, il y a toutes ces cultures qui s'entrechoquent. Oui, il faut tenir compte du fait que, par exemple, en Italie et en France, on est plutôt dans une culture de défiance, alors qu'en Suisse, on sait, les études internationales le montrent, que les Suisses ont plutôt confiance dans leurs institutions. Donc, quand on met en place une culture de la confiance dans un climat plutôt orienté vers la défiance, quand on parle de parité, alors que symboliquement, dans l'imaginaire collectif, la lutte des classes, ça dit encore quelque chose. Évidemment que c'est un peu une gymnastique collective.
et qu'il faut, oui, faut créer des ponts. Et puis, alors, non, la deuxième partie de la réponse, parce que au fur et à mesure qu'on s'aligne ensemble sur la vision, qu'on a commencé à se réunir autour de rituels, de pratiques, de valeurs communes, alors au fur et à mesure, ce qui peut être une complexité dans le lancement du développement organisationnel, bah, cette complexité, elle s'efface, elle se gomme au profit d'autres questions, en fait. Mhm. Vincent, par rapport à l'aspect culturel ou interculturel, est-ce que tu veux rebondir? Alors, effectivement, comme l'a dit Alain, alors, il y a un impact. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle, parce que moi, j'ai eu la chance de vivre aussi dans différents pays, et notamment en Irlande ou en Angleterre. Euh, je reste persuadé que, hormis quelques bavures, quelques points qui sont propres à chaque culture, où il faut prendre le temps de comprendre, parler de moi qui ai vécu en Irlande, par exemple, on sait qu'il y a naturellement un côté positif. Donc, en fait, trop pousser, trop amener de dialogue peut créer un stress à un moment puisque les gens ne s'exposeront pas en frontal. Et on peut arriver, notamment, alors, c'est peut-être anglo-saxon comme culture, mais vraiment en Irlande, il y a une culture du silence avec le sourire. Donc, on peut arriver à des situations de gros blocage, et comme l'a dit Sybille, en voulant bien faire. Et c'est ça qu'il faut, et c'est ça où il faut faire attention, c'est-à-dire que le culturel est important. Une fois qu'on a vraiment respecté cette première ligne de culture, dans le fond, et de mon expérience dans 6 pays différents, en plusieurs centaines de personnes managées, les personnes ont les mêmes idéaux en fait. Et être bien, travailler, être poussé, certes, à faire mieux. Il y a aussi des personnes qui aiment leur comfort zone et qui ne veulent pas faire mieux. Mais globalement, je vois que même s'il y a des aspects culturels à prendre en compte immédiatement, les différents idéaux des gens restent les mêmes. Et on voit notamment on part de culture, alors j'en suis un représentant, enfin je vois mes enfants aussi, il y a cette nouvelle génération d'enfants qui arrivent, qui ont grandi dans plein de pays, qui sont cette génération d'enfants globaux et qui ont ce mix de toutes les cultures. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens? Puisqu'effectivement, il y a des gens qui sont déjà globaux dès l'enfance. Donc voilà, tous ces facteurs à Merci Vincent. Alors, je voudrais vous poser un peu la question à tous les deux. Déjà, Alain, est-ce que tu penses que tu as gagné ton pari quand tu as mis cette sociocratie en place? Alors, d'abord, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité parce que les transformations, ou pour reprendre le vocabulaire de Sybille, le développement organisationnel, c'est un long cheminement. Mm. Et donc, on sait où est le début, mais il n'y a jamais vraiment de fin, et donc on n'a jamais complètement gagné la bataille. En tout cas, moi, je m'étais fixé 2 objectifs. Le premier, c'était de passer ce que j'appelle le tipping point. Enfin, c'est pas moi qui ai trouvé ce nom, mais le tipping point. Alors, le tipping point, c'est quoi? C'est faire en sorte que quantitativement, il y ait une vague de fond, qui est une majorité des individus, des équipes qui s'engagent dans le nouveau paradigme. Et puis qualitativement, si on a retrouvé un point d'équilibre, donc le système que montrait tout à l'heure Sybille, il s'est restabilisé parce qu'il y a quand même une phase qui est très inconfortable parce qu'on lâche quelque chose, mais on n'a pas encore complètement développé ce vers quoi on va. Donc là, il n'y a que la vision qui nous porte et on se trouve un peu sur un espèce de pont tibétain qui est ballotté par les vents. Donc on retrouve une stabilité. Et le deuxième aspect, le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était de créer de la fierté. Et donc, oui, le pari, il a été gagné en janvier 2020, quand effectivement, collectivement, on décide d'adopter une nouvelle organisation et de lâcher l'ancien organigramme avec ses silos classiques pour basculer dans une organisation plus agile, plus organique, qui est effectivement basée sur la sociocratie. Et quand on a présenté le documentaire de notre transformation, on s'était fait filmer par un réalisateur pendant 3 ans. Et donc, quand on a présenté le documentaire de notre transformation dans une salle à Milan, on avait dans la salle un public de dirigeants et évidemment nos personnels. Et quand les lumières se rallument, que les dirigeants ont utilisé globalement comme le mot qui est revenu le plus souvent, c'était le mot de courage.
et qu'on se retrouve tous autour d'un cocktail et qu'il y a la surprise de découvrir d'un côté le dirigeant qui se dit mais les acteurs que j'ai vus de ce documentaire, ils sont là, je vais pouvoir parler avec eux. Et les personnels qui découvrent des dirigeants, ils ont rarement l'occasion de parler avec des dirigeants dans leur vie, peut-être à titre personnel, mais en tout cas pas dans le professionnel. Et donc, voilà, ça a créé vraiment des étoiles dans les yeux. Et rien que d'en parler, j'ai des frissons qui me viennent parce que oui, les gens, ce soir-là, ils avaient des étoiles dans les yeux, mais pas que ce soir-là. Dans les jours qui ont suivi, ça s'est prolongé et c'était très clair. De ton côté, Vincent, tu tires de la satisfaction de manager comme ça? Alors, c'est très intéressant ce qu'a dit Alain, parce qu'on ne s'était pas coordonné. En plus, c'est la notion de redonner de la fierté. Et effectivement, la pression des groupes, alors là, on parle de deux grands groupes entre Alain et moi, sur les gens, même si c'est indirect, entraîne une notion de doute constant qui amène les gens à douter de leur qualité. Donc oui, effectivement, enfin, pour moi, ça a été une expérience, puisque cette bienveillance, euh, c'était pas du tout sûr que ça marche. Donc j'ai pris quand même un risque avec ça, c'est que en tant que manager, j'ai envie de dire expérimenté sur des pratiques d'entreprise normales, mais j'avais quand même des doutes au fond de moi. Mais effectivement, lorsque maintenant je vois que les équipes sont fières d'elles, quand je vois qu'au niveau croissance, on est les équipes numéro un et que surtout d'autres équipes essayent de faire la même chose, évidemment c'est pari gagné et une extrême fierté. Mais encore une fois, la clé pour moi, c'est de rassembler les deux mondes. C'est-à-dire que efficacité n'est pas, enfin, doit aller avec forcément cette communication et cette bienveillance. Si un chemin est fait par rapport à l'autre, il n'y aura pas de crédibilité sur ces pratiques. Et je pense que c'est ce vers quoi il faut aller. C'est aussi ce que j'ai pu pousser au sein des écoles et universités pour lesquelles je travaillais. C'est vraiment en donnant de la crédibilité à travers des datas mesurées et qu'on ne reste pas dans cette littérature qui parfois peut paraître abstraite et qui n'est pas toujours évidente à comprendre pour tous les gens qui sont dans l'opérationnel. D'accord. Mais c'est justement le moment maintenant de prendre quelques questions du public, puisque notre webinaire arrive dans ces dernières minutes. Et il y a une question très intéressante qui vient d'arriver, et je vois qu'il y en a plein qui arrivent en même temps. C'est pour Alain. On nous a demandé quelle pérennité de ce projet à la SNCF Italie après plusieurs mois ou années. Est-ce que c'est toujours en place? Est-ce que ça a périclité? Qu'est-ce que ça a devenu finalement? Alors, il y a une pérennité dans la capacité à porter les projets. Puisqu'en fait, nous, pendant les 2 premières années, on n'a essentiellement pas libéré l'organisation, mais on a libéré la capacité des personnes à s'emparer d'un sujet et à pouvoir porter un projet. Et donc à faire de personnel de contact véritablement des chefs de projet. D'un autre côté, le basculement dans une organisation sociocratique a été remis en cause par notre conseil d'administration parce que la SNCF a fait face à une conjonction assez inédite dans son histoire de défis. À la fois une succession de mouvements réguliers des gilets jaunes tous les week-ends, des grèves, un changement de président, et on sait comment dans ces grandes organisations, le changement du président peut avoir un impact très fort. Et donc, le choix du conseil d'administration était de dire, bon, au final, on sait qu'il y a des choses qui marchent, mais on n'est pas sûr que ça ne mette pas en péril le business. On n'est pas dans une situation où on veut le tester dans la durée. Donc, on préfère revenir à une organisation plus classique et à revenir à l'ancien organigramme. D'accord. Et justement, il y a une question un petit peu dans ce sens aussi qui est arrivée, peut-être pour tous les deux. On nous dit, moi j'ai essayé de mettre ce type de management en place dans la PME et puis les résultats, ils étaient assez peu différents, assez différents de ce qu'on a entendu. On peut tout faire, mais pas avec tout le monde. Vous êtes d'accord avec ça? J'étais en train de répondre justement, donc c'est fait. Alors, ce que j'expliquais, c'est que on a parlé de composants vivants. Donc, plus on a de gens
dedans, plus c'est complexe, en fait. Donc oui, je pense qu'on peut le faire avec tout le monde, mais après, on peut atteindre certains niveaux de complexité qui sont très difficiles à gérer. Encore une fois, l'expérience qu'a fait Alain, c'est quand même une expérience extrême, qui, dans mon cas, avec mon niveau d'expérience, n'aurait pas été facile à faire, ou vraiment, c'est un job dédié. Donc, lorsqu'on gère une PME, notamment, qu'on est sur des groupes qu'on peut restreindre, je pense qu'il faut faire des petits quick wins et plutôt gérer par étapes et surtout prendre le temps. Parce qu'effectivement, c'est ce qui était dur dans mon cas à gérer, c'est il faut du temps. Ça n'est pas au rythme de l'entreprise et du business, c'est pas en un quarter qu'on peut faire un turnaround du business ou implémenter des nouvelles choses. Donc, il faut laisser le temps au temps. Il y a une certaine maturation pour les gens. Et oui, je pense qu'on peut le faire avec tout le monde. Mais voilà, il y a du temps et il faut encore une fois, c'est s'adapter à qui on parle. Alors, il y a un certain nombre de questions qui arrivent aussi sur la notion finalement de bienveillance. Alors, on a parlé de l'affaire Danone, on nous a demandé est-ce que ça n'a pas un côté greenwashing, est-ce qu'il n'y a pas un biais sur la notion de bienveillance? Et puis, qu'est-ce que ça va devenir finalement après le Covid? Alors, personne n'a de boule de cristal, mais Vincent, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais alors, je pense que de toute façon, alors, moi j'ai de la chance d'avoir une entreprise où on était très en amont sur l'aspect free at work, donc c'est-à-dire en fait les gens peuvent travailler d'où ils veulent, quand ils veulent. Moi, j'ai pas de contrôle sur mes équipes directes et ça me va très bien en fait. Mais le vrai challenge post-Covid, c'est que pour faire ça, néanmoins, ça demande des infrastructures. C'est pas que de la bonne volonté entre les gens. Il va falloir que les entreprises mettent en place des outils et pas que dans le but d'optimiser les coûts des bâtiments. Ça va être aussi des vrais outils de communication entre les gens, parce qu'on peut le voir là. Enfin, on a tous une saturation de Zoom, de Teams, etc. Donc, quels vont être les nouveaux outils de collaboration et la nouvelle façon de donner, parce qu'on ne va pas revenir en arrière de toute façon. On ne reviendra pas sur des pratiques où les gens seront au bureau constamment. Donc, ces pratiques de liberté et tout ça va amener la génération de nouveaux outils. Quels sont les outils? C'est pas terminé. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est en évolution et je pense qu'on va réinventer la façon de travailler. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça sera certainement quelque chose d'autre. Merci Vincent. Je vais me tourner vers Sybille maintenant. Sybille, est-ce que après ces deux témoignages, vous aimeriez rajouter quelque chose? Qu'est-ce que ça vous inspire d'écouter ces deux dirigeants par rapport à ce que vous nous avez présenté? J'ai cru comprendre quelque chose qu'on connaît depuis un certain temps entre la manière dont on voit l'organisation qui a été beaucoup amenée par les modèles qui étaient enseignés dans les écoles de commerce, et là j'abonde dans le sens Vincent, on a une vision de l'organisation comme mécanique. Donc quelque part, d'aller dans une organisation comme quelque chose en partenariat, en collaboration, n'est pas encore un référentiel. Et donc, concrètement, au quotidien, les gens se comportent tels qu'ils supposent qu'ils doivent se comporter en fonction du rôle qu'ils ont. Et ça, il y a beaucoup d'incompréhension où justement les dirigeants me disent « mais écoutez, je ne peux pas faire ça avec n'importe qui ». Je leur dis souvent « oui, vous pouvez faire ça avec n'importe qui pour autant que vous avez une carte cognitive, donc des références communes qui sont mises en place ». Et que le contrôle passe du contrôle individuel de la tâche au contrôle collectif et organisationnel. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble et des choses qu'on ne peut pas faire ensemble. Et puis une autre chose très basique qui revient, c'est qu'on n'a pas appris depuis l'école le collectif. À l'école, on a appris « reste assis à ta place, ne pougne pas », un jargon très suisse, ne regarde pas chez le collègue et écoute l'enseignant à faire ça. Et un troisième point que j'abonde également dans ce sens, je pense qu'il y a des référentiels culturels, ils ont été étudiés. Par exemple, la relation à la hiérarchie en France est une des plus grandes, la plus longue, en comparaison à la relation à l'autorité, par exemple, aux États-Unis ou en Suisse. Donc, en Suisse, on est plus en train de devoir passer du participatif aux décisions à action collective à mettre en avant, alors que dans une logique plus française, c'est plutôt la logique libérer les entreprises de nos supérieurs qui sont trop hauts. Mais ça, c'est aussi les cultures historiques qui sont derrière, qui bien sûr ont là. Mais en final, Vincent, oui, les gens individuellement ont envie de s'engager, ont envie de décider ensemble, mais encore faut-il avoir des structures communes qui permettent l'intelligence collective. Et ce n'est pas juste une intention, il faut trois choses pour l'intelligence collective, des structures, une organisation de partage de l'information
des connaissances de comment est-ce qu'on fonctionne en collectif, déjà simplement lors de séances, et troisièmement, une posture adaptée de passer de moi-je à nous, en passant par le je, si j'ose dire. Je sais que Marc va sûrement en parler, mais ça, c'est vraiment 3 ingrédients. On est en train d'apprendre. Sujet, absolument, et on est en train d'apprendre et on est en train d'apprendre et l'heure est passée tellement vite qu'il est maintenant temps de clôturer le webinaire. Je sais, Vincent, que tu dois partir, donc ouais, je vous laisse, mais c'est un peu frustrant parce qu'on a plein de choses à dire, hein. Désolé. Absolument, on a plein de choses à se dire. Merci Vincent pour ta participation. Passe une bonne journée. Je garde l'auditoire et ceux qui aimeraient aller un petit peu plus loin dans la question pour vous annoncer que Sibylle, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, propose une formation dans le développement organisationnel, un CAS à la Haute École spécialisée du Valais. Donc, vous voyez apparaître les informations sur vos écrans. Voilà, n'hésitez pas à la contacter si cette formation, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Sur vos écrans également, du côté de la CCI France-Suisse, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, vous pouvez vous inscrire aux 2 autres volets de ce cycle qui auront lieu le 15 et le 29 avril prochain. Et toutes nos prochaines manifestations sont également à l'écran affichées. Ce premier volet, il aura peut-être provoqué des déclics aussi chez les cadres qui nous suivent. Alors, Bérénice, qui nous assiste techniquement aujourd'hui, elle vous glisse dans la chatbox un lien vers un petit sondage qui vous permet de nous donner votre avis sur le cycle. Et d'avance, je remercie tous ceux qui prendront quelques instants pour le faire. Voilà, il est temps de clôturer. Je sais qu'on a tous des journées chargées et que les Zooms s'enchaînent. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie de votre participation. Merci Sibylle et merci Alain pour vos interventions. Restez tous en bonne santé et je vous dis à très vite pour un prochain événement de la CCI France-Suisse. Au revoir.